Shalom à toutes et à tous, c'est Erev Tov et Shavua Tov. On se retrouve pour ouvrir cette semaine avec Midreshet Yehuda Manitou et avec Ariel Assaf qui nous propose de continuer donc sur le thème des familles. Et on était resté en suspense puisqu'il y a 2 semaines, on avait commencé, je crois, la famille Shertok et tu n'en avais pas encore fini puisqu'il y a beaucoup de choses à raconter sur cette famille. Bechavod Ariel. Bien, alors bonsoir tout le monde. Et petit instant, voilà. Alors bonsoir tout le monde, et c'est toujours un plaisir de vous retrouver, mais là on va faire quelque chose de pas classique, on va continuer la conférence de la semaine dernière. J'espère que je vois qu'il y a un peu moins de monde, alors apparemment ça a suffi une fois, j'aurais pas dû faire deux. Et je lance le diaporama pour continuer cette histoire qui, à mon sens, est passionnante de la famille Shertok dans le cadre des familles. On ne va pas faire que des familles cette année. On va aussi un petit peu changer les sujets, mais là, je vais encore sur la lancée de parler des différentes familles qui ont une importance sur le Yishuv. Et je lance le diaporama. Voilà. Et, pardon. Bien. Donc, on était arrivé, on avait parlé de la famille Shertok, on avait parlé des 4 beaux-frères qui ont dirigé Israël. On a dit qu'à l'époque, on appelait ça par dérision, au lieu de dire la Histadrout, la Gistadrout, les beaux-frères. Donc, c'était Moshe Shertok, Moshe Sharet, le futur Moshe Sharet, dont les 2 sœurs se sont mariées avec Dov Hoz et Eliaou Golomb, qui étaient les chefs de la Ghana. On a parlé du fait que la Ghana était dirigée à partir de la maison de Eliaou Golomb. Mais Dov Hoz et Eliaou Golomb sont décédés jeunes, ils n'ont pas vu la naissance de l'État d'Israël. Cette semaine, on va parler des 2 beaux-frères qui ont, oui, vu la naissance de l'État d'Israël. Alors tout d'abord, Moshe Shertok dont on a déjà parlé, et puis Shaul Avigour, qui est son beau-frère, puisque Moshe Shertok a épousé la sœur de Shaul Meirov Avigour. Alors, c'est avec eux qu'on va commencer. Donc, je rappelle, là, on a une photo de famille. Dans cette famille, on voit debout Moshe Sharet, à sa droite, Shaul Meirov, devant eux à droite, Dov Hoz et Rivka, et à gauche, Tzipora, la femme de Moshe Sharet, et Eliaou Golomb. Alors, l'histoire raconte qu'en fait, Dov Hoz et Eliaou Golomb, les 2 amis de Moshe Shertok à la Gymnasia Ivrit, au gymnase, Gymnasia Herzliya, pardon, à Yafo, les 2 étaient amoureux de Rivka, mais c'est Dov Hoz qui s'est marié avec Rivka, et donc Eliaou s'est marié avec la seconde sœur, Ada, qui n'est pas sur la photo. Donc, il y a aussi un roman d'amour dans l'histoire, mais on va continuer sur l'histoire de l'État d'Israël. Et je commence, par donc Shaul Meirov. Vous avez là son image, son portrait, avec le titre du livre de Arié Boaz, Aloum Venocher Bakol. Invisible, mais présent partout. Oui, parce que Shaul Meirov, c'est l'homme de l'ombre par excellence, c'est l'homme de toutes les activités secrètes. Ça va être le fondateur du Mossad et encore beaucoup d'autres responsabilités. Donc aujourd'hui, on peut en parler. À l'époque, bien sûr, on ne parlait pas, on ne connaissait pas Shaul Meirov. Aloum, invisible, Venocher Bakol, mais présent partout. Alors, il a grandi, il a été élève à l'école, au gymnase Herzliya de Yafo, comme les 3 autres beaux-frères, mais les 3 autres beaux-frères étaient dans la même promotion, la première promotion du gymnase. Eliaou est je ne vais pas y arriver, hein. Shaul est un peu plus jeune qu'eux, il a quelques années de moins. Et donc, pendant la Première Guerre mondiale, quand les autres beaux-frères sont déjà mobilisés, ou en tout cas mobilisables, lui est encore à l'école. Il est encore à l'école à Yafo, mais en 1917, avec l'avancée des Anglais, les Turcs qui ont peur qui mettent en doute la loyauté des Juifs de Yafo, qui ont énormément souffert de la présence turque, décident de chasser les Juifs de Yafo et de Tel Aviv. Et donc, à droite, vous voyez un extrait de journal de Nair Gerouch, le nouveau exode. On est chassé. On voit derrière, au fond de l'image,
Jamel Pacha, le commandant turc du front d'Eretz Israël, qui chasse les Juifs de Yafo. Et à gauche, vous voyez la rue Herzl avec la Gymnasia Herzliya à droite, et la ville est déserte. Donc la ville est déserte, les maisons sont vides, il y a quelques personnes qui ont le droit de rester pour garder les lieux, pour éviter les pillages. Donc vous voyez un chômeur là qui est couché dans la rue en train de lire un livre. À côté de lui, il y a un fusil. Donc il y a un certain nombre de chômeries qui ont le droit de rester, mais à part ça, la ville est déserte. Et Shaul Meirov va se retrouver chassé dans le nord. Là, on voit des matzevot. À gauche, vous voyez des matzevot toutes simples en béton. La Chevra Kadisha de Kfar Saba, et vous voyez qu'il est marqué que ce sont les matzevot des réfugiés juifs de Yafo et les villages alentours qui sont morts de faim et de peste pendant les années 1914-1918. Et on ne savait même pas leur nom, donc il n'y a pas de nom, il y a juste des pierres tombales. À droite, vous avez une stèle commémorative au kibbutz de Kinneret, au cimetière du kibbutz de Kinneret. Et là, de nouveau, on nous parle des milliers de juifs qui ont été chassés, parmi lesquels environ 10% sont morts de faim et de maladie. Donc, au kibbutz de Kinneret, où sont arrivées que 2000 personnes chassées dans la région de Tel Aviv. Voilà, 2000 sont arrivés en Galilée, 52 sont arrivés à Kinneret, et parmi ces 2000, 430 sont décédés. C'est 2000 qui sont arrivés en Galilée. Il y avait environ une dizaine de milliers au total qui ont été chassés, et Shaul Meirov en fait partie. Quand il va, après la guerre, revenir, il va s'installer au kibbutz de Kinneret. À partir du kibbutz de Kinneret, il est appelé à Tel Chai. Tel Chai, c'est un des villages les plus au nord d'Israël, dans ce qu'on appelle aujourd'hui le Doigt de Galilée. Là-bas, un de ses meilleurs amis vient de tomber dans la défense de Tel Chai, et Shaul Meirov se porte au secours de Tel Chai. Il participera à la bataille très célèbre de Tel Chai, où va tomber Yosef Trumpeldor et 5 de ses amis, donc il y aura 6 tués dans la bataille, plus les 2, l'ami de Shaul Avigour et un autre qui avait été tué un petit peu avant. 8 victimes à Tel Chai, et la ville qu'on va donc construire à côté, on l'appellera Kiryat Shmona. Kiryat Shmona, en nom des 8 défenseurs de Tel Chai tombés au combat. Et à gauche, vous voyez le monument Ha'aryeh Shoeg, le lion rugissant, qui est le monument qui rappelle cette histoire, ce combat héroïque de Tel Chai. Je mets des photos parce que je vous rappelle que je suis guide, et je vous invite à vous promener avec moi sur les chemins de Galilée, visiter la ferme de Tel Chai, visiter le lion, le Ha'aryeh Shoeg à Tel Chai. À votre droite, Yosef Trumpeldor, le manchot, puisqu'il avait perdu un bras dans la guerre russo-japonaise, et c'est d'ailleurs le seul officier juif de l'armée russe. Il y avait d'autres officiers juifs de l'armée russe, mais tous s'étaient convertis. Le seul juif qui, en tant que juif, a accédé au grade d'officier dans l'armée russe, c'était Yosef Trumpeldor, qui est après est allé faire profiter le mouvement sioniste de son expérience militaire. Revenons donc à Shaul Avigour. Il s'est battu à Tel Chai, la bataille est perdue, il revient à Kinneret, et là on va l'appeler pour différentes missions. Il va d'abord créer le RAN, Rigul Negdi, c'est le premier réseau de contre-espionnage de la Haganah. Quand la Haganah se rend compte que les Anglais ne voient pas d'un bon œil l'existence d'une organisation secrète, d'une armée, d'une milice de défense des villages juifs, Shaul Meirov va créer le Rigul Negdi, qui va enquêter, suivre les Anglais qui posent trop de questions, essayer de dépister les Juifs qui collaborent avec les Anglais, etc. Et plus tard, on demandera à Shaul Avigour de mettre sur pied le Shai, Sherut HaIdiot, qui sera le service de renseignement de la Haganah, déjà beaucoup plus perfectionné, qui inclura le Rigul Negdi, le RAN, et qui est l'ancêtre en fait des services de renseignement de l'armée d'Israël, et puis après aussi du Mossad, du Shabak et tous les services de renseignement. Le Shai, le Sherut HaIdiot, avait 3 missions. Le contre-espionnage, donc espionner les Anglais,
l'espionnage contre les Arabes, essayer de comprendre où était leur base, quels sont leurs plans d'attaque vers les villages juifs, mais pas le moindre et malheureusement un petit peu difficile à raconter aujourd'hui. Il y avait le contre-espionnage interne qui espionnait les Juifs qui collaboraient avec les Anglais, mais aussi les dissidents qui n'étaient pas loyaux à la Haganah, comme l'Irgun de Menachem Begin et le Lehi d'Avraham Yair Stern, étaient aussi des cibles du Sherut Yodiot. On se rappelle une saison, ce qu'on appelait en hébreu ha-saison, la saison de chasse, où malheureusement le Shai a fait arrêter des soldats du Irgun et du Lehi, les a fait livrer aux Anglais. Donc ça, c'est le début de Shaul Meirov dans la clandestinité, de créer ces mouvements d'espionnage au sein de la Haganah. Et plus tard, Ben Gurion va lui demander de créer le Ta'as, la Ta'asiyat Tzvaït, c'est aujourd'hui les industries militaires d'Israël. C'est aujourd'hui Ta'as fabrique des canons, des obus, des tanks, toutes sortes de pièces, de matériel militaire pour l'armée israélienne. Déjà dans la clandestinité, à partir de 1933, on commence par fabriquer des grenades fait maison, on fabrique des mines, on fabrique des mitraillettes, des copies des mitraillettes Sten anglaises. Et pour ceux qui étaient avec moi, j'avais été avec Jack Ango, que j'ai emmené au Machon Ayalon près de Rehovot, l'usine souterraine où la Haganah a fabriqué des millions de balles pour les mitraillettes Sten, qui ont été les munitions qui ont servi à la guerre d'indépendance. Donc, toute cette industrie clandestine, fabrique de manufacture d'armes, on la doit aussi au début à Shaul Avigour. Bien sûr, il n'est pas seul, il y a des adjoints, il y aura des directeurs dans chacune de ces usines clandestines, mais celui qui coiffe toutes ces activités clandestines, c'est Shaul Meirov, qui est l'homme de confiance de Ben Gurion. Et je rappelle, c'est le beau-frère de Eliyahu Golomb, qui est le commandant de la Haganah, et le beau-frère de Dov Hoz, qui est le commandant du Sherut HaAvir, la future armée, l'embryon de l'armée de l'air. Donc, c'est un groupe très soudé et c'est eux qui gèrent en fait tout le système militaire de l'État d'Israël d'avant l'État. Bien sûr, pas l'Irgun et le Lehi, mais je parle de la Haganah et de tout ce qui dépend de l'agence juive dirigée à l'époque par Ben Gurion. La grande aventure de Shaul Meirov va être de mettre au point les bateaux de la Ha'apala, ces fameux bateaux clandestins qui vont amener les Juifs d'Europe vers Eretz Israël. Je rappelle juste entre parenthèses, ce n'est pas maintenant une conférence sur la Ha'apala, qu'il y a aussi une Ha'apala d'Afrique du Nord, 2 bateaux sont partis d'Algérie, et qu'il y a une Ha'apala qui est venue du Liban de la Syrie par des chemins terrestres et de l'Irak grâce à des avions. Mais on va parler de la partie la plus connue, la partie Ha'apala maritime. Il faut se rappeler encore une chose, ce n'est pas la Haganah qui a mis au point la Ha'apala. La Ha'apala, au début, commence par les révisionnistes. C'est le mouvement révisionniste qui est le premier à comprendre que les Juifs doivent quitter l'Allemagne. Et le mouvement révisionniste va avoir des contacts avec les nazis au début, à la montée du nazisme en Allemagne, en leur disant « Vous ne voulez pas des Juifs chez vous, ben envoyez-les en Palestine ». Là-dessus, les Allemands sont très contents parce que d'un côté, ça les débarrasse des Juifs, ils peuvent en plus confisquer leurs biens, et d'un autre côté, ça embête les Anglais. Donc, au début, les Allemands vont même faciliter le passage des Juifs vers les ports où ils attendent ces bateaux clandestins. Mais ce que va réussir à organiser le mouvement révisionniste de Jabotinsky, c'est des bateaux petits. Ce sera des transports de 60 personnes, 150 personnes, 300 personnes. On n'est pas encore dans les très grands nombres de milliers de voyageurs clandestins qu'on aura à la fin de cette histoire, juste avant la création de l'État d'Israël. Donc, de nouveau, Shaul Avigour va être le responsable de l'Aliyah clandestine, surtout entre 1945 et 1948, donc après la Shoah. Il avait commencé un petit peu avant la Shoah. Quand je rappelle, avant la Shoah, c'est surtout les révisionnistes. Il y a aussi quelques bateaux affrétés par la Haganah,
dont Shaul Avigour est responsable. Et on parle au total d'une opération qui a fait venir près de 120 000 Olim en Eretz Israël. Alors, qui était ce Shaul Meirov? Je dis toujours Avigour, Meirov, c'est le même. Il a changé de nom plus tard, on expliquera pourquoi. Donc, Shaul Meirov, quel est le secret de sa réussite? Dans un livre que j'ai qui raconte son histoire, ce qui est très spécial de Shaul Avigour, c'est son dévouement total à la cause et son abnégation. C'est-à-dire que c'est un personnage qui a brassé des millions. Il a des budgets pour acheter les bateaux clandestins, il a des budgets pour fabriquer des armes, pour acheter des armes à l'étranger. Pratiquement, les plus gros budgets de l'agence juive passent entre ses mains. Il n'a jamais pris un centime pour lui, bon, ça c'est évident, mais même quand il se déplace dans toute l'Europe en mission d'achat, il voyage en troisième classe et prend des chambres dans des hôtels des hôtels très simples. C'est quelqu'un qui n'a jamais gaspillé l'argent du contribuable pour son bien-être personnel. C'est quelqu'un qui vient du kibbutz de Kinneret et il est très spartiate dans sa façon de vivre, comme au kibbutz. Et ce qui donne aux gens la volonté de le suivre, c'est le fait qu'on voit que c'est un gars qui est entièrement engagé dans sa mission et qui se consacre corps et âme à réussir dans ce qu'il entreprend. Et les gens iront avec lui, bien que ce ne soit pas un chef, un meneur, ce n'est pas quelqu'un qui sait faire de grands discours, ce n'est pas quelqu'un qui sait soulever les foules, mais c'est quelqu'un qui donne un exemple et il est suivi et il va réussir. Alors, quelques exemples de la Hapala, je vais prendre deux ou trois histoires. Je vois qu'il y a un petit problème avec la qualité de l'image. J'espère que la qualité de la connexion va s'améliorer. L'histoire du patria. Le patria, juste si quelqu'un peut m'interrompre et ouvrir un micro pour me dire si on voit correctement l'image ou pas, parce que moi, sur mon écran de contrôle, c'est assez flou. Mais est-ce que c'est juste chez moi ou c'est chez vous aussi? Si quelqu'un peut me dire. J'arrête un instant le... Bon, allez, quelqu'un peut me dire sur le chat si vous voyez les images correctement ou si la qualité n'est pas bonne. Alors, excusez-moi un petit instant. Je vais faire ce que je faisais dans le temps, d'essayer de baisser la qualité de l'image. Excusez-moi un petit instant. OK. Je remets le partage d'écran. Bon. Je vois que les images ne passent pas. Bien. J'ai essayé, je n'arrive pas à améliorer la qualité. Je vais essayer encore une petite fois. Bien, je m'en excuse, je n'y arrive pas. Donc, on raconte l'histoire et c'est dommage. J'ai travaillé assez dur pour avoir ces images.
Bien. Donc, on veut parler maintenant d'une histoire, on veut parler de quelques histoires de la Ha'apala. Et je commence par l'histoire du Patria. L'histoire du Patria, c'est une histoire qui me touche puisque le Patria, c'est une histoire qui a mal fini et avec plus de 200 victimes qui sont enterrées au cimetière à Haïfa et c'est très proche de là où sont enterrés mes grands-parents. Donc, quand je vais au cimetière à Haïfa chez mes grands-parents, je vois là-bas les tombes du Patria. De quoi s'agit-il? Les Anglais, on est en novembre 40, donc on est en plein déjà dans la Shoah, et la Ha'apala arrive à organiser bateaux, trois bateaux, le Pacifique, le Milos et l'Atlantique, qui amènent plus de 2000 immigrants clandestins en Eretz Israël, et les Anglais décident de les chasser. Alors, pour bien montrer qu'ils ne permettront pas, même pendant la Shoah, aux Juifs de se sauver, de venir en Eretz Israël, ils décident de frapper un grand coup et de les déporter très loin, à l'île Maurice, dans l'océan Indien. Et pour cela, ils prennent un bateau, le Patria, qui est un bateau, un transport français, qui a été capturé, puisque la France de Vichy, l'Angleterre se bat contre la France en Syrie. Ce bateau français a été capturé par les Anglais et ils décident d'utiliser comme bateau prison pour transporter les immigrants vers l'île Maurice. La Haganah décide de ne pas laisser partir ce bateau, le Patria, et donc il y a des artificiers de la Haganah qui montent à bord du bateau et posent une mine pour faire une petite brèche dans la coque, mettre en panne le moteur pour empêcher donc, le départ de ce Patria. Malheureusement, la charge est mal calculée et en un quart d'heure, le bateau coule dans le port de Haïfa, entraînant avec lui plus de 200 personnes dans les profondeurs qui vont mourir. Il y aura encore près de 200 blessés. Donc, c'était une catastrophe. C'était d'abord la catastrophe de comprendre que pendant la Shoah, les Anglais ne permettent pas à des Juifs qui s'échappent d'Europe d'arriver en Eretz Israël. Mais même quand on a essayé de les d'empêcher le bateau de partir vers la déportation, malheureusement, plus de 200 des Olim sont morts noyés dans le port de Haïfa. La deuxième histoire que je veux raconter, une histoire un peu plus gaie, une réussite de Shaul Avigour. Il s'agit d'un bateau de la Ha'apala qui est en route, le Chana Senesh, qui fait route vers la côte d'Israël, vers le nord d'Israël, vers Nahariya. Et le but est de faire arriver le bateau le 25 décembre 1945. On est donc après la Shoah. Et le calcul de Shaul Avigour, c'est que le 25 décembre, les Anglais sont en train de ripailler, de fêter Noël. Donc, ils seront moins en alerte et on pourra faire passer le bateau. J'arrête un instant parce que je vois que ça ne bouge pas du tout. Est-ce qu'au moins vous m'entendez? Un instant, il faut que je puisse voir les chats. Oui, vous m'entendez. OK, alors je m'excuse, vous n'avez pas l'image. J'espère qu'on a avec notre nouveau ministre des communications va améliorer l'Internet. Pardon. Où est-ce que j'étais? Voilà, je ne vois plus. Share screen. Je vais quand même essayer de faire le share screen, pardon. Share, et on est de retour. Bien, donc on parle donc du Chana Senesh qui doit arriver le 25 décembre 1945 et ça va être une réussite. Le bateau va arriver. Le problème, c'est que la mer est démontée. C'est un soir de décembre. La mer est haute, elle est grosse et le bateau s'échoue sur un récif près de la côte de Nahariya. Shaul Meirov, qui dirige l'opération à partir de son poste de commandement sur le Carmel, reçoit une demande du capitaine du bateau et des responsables de la Ha'apala sur la plage de permettre d'alerter les Anglais pour que la marine anglaise se porte au secours du bateau pour secourir les Ma'apilim. Shaul dit non, on va essayer de les récupérer comme ça. Et en fait, ils font une chaîne humaine jusqu'au bateau en tendant des cordes pour se tenir aux cordes pour ne pas être emportés par les vagues. Et on va réussir à faire descendre les Ma'apilim qui vont être cachés dans les kibbutzim de la région et on laissera le bateau échouer sur la plage
avec un grand panneau que vous voyez en bas à gauche de l'image. Chana Senesh, ce bateau, est une opprobre pour le gouvernement anglais qui ne permet pas aux survivants de la Shoah de venir en Eretz Israël. Finalement, il faut se rappeler une chose, quand on parle des bateaux de la Pala, on parle toujours du Mossad qui organisait les bateaux, on parle des gens qui étaient sur ces bateaux, les Mapilim, on ne parle pas réellement des équipages. Il faut trouver aussi des équipages qui étaient d'accord de venir, de prendre ces risques, de se faire arrêter par les Anglais, puisqu'ils ont fait de la contrebande de personnes. C'est une opération illégale. Le capitaine de ce bateau du Chana Senesh, qui est un capitaine italien, s'est caché pendant quelques jours au kibbutz d'Hebron. Et après, il y aura une grande fête et on le remerciera de son engagement pour Israël. Et il va répondre qu'il est fier d'avoir participé à ce sauvetage des Juifs d'Europe. Et ça donnera à Nathan Elterman, qui écrivait dans le journal Hatour Hashvi'i, qui racontait un peu en poème l'histoire d'Israël. Il y a là-bas un texte qui s'appelle Tshuva le Rav Achovel Italki, réponse au capitaine italien. On le remercie de son engagement aux côtés d'Israël. Ça a même été mis en chant. Malheureusement, avec le problème d'Internet, je ne peux pas vous montrer, l'image ne passe pas et le son non plus. Voilà, je vois qu'il y a un chat qui nous dit que Naharia, il mettait chaque année, il fêtait ce bateau là, le jour où ce bateau s'est échoué. Bien. Je continue avec la plus grosse opération de la Ha'apala pour comprendre qui était Shaul Meirov, et c'est l'opération des Panim, les deux pannes. Ce sont deux bateaux, le Pan York et le Pan Crescent, qui ont reçu les noms hébreux de Kibbutz Galouyot et de Hatzmaout, qui quittent la Bulgarie en décembre 47. Décembre 47, on est donc après novembre 47. Le 29 novembre 47, c'était la décision de l'ONU de mettre fin au mandat britannique et de partager la Palestine entre un État juif et un État arabe. Sur ces deux bateaux affrétés par Shaul Meirov, on trouve 15 000 olim, c'est la plus grande opération, 7 500 olim sur chaque bateau, c'est quelque chose d'incroyable, 15 000 olim d'un coup, et la direction de l'agence juive, David Ben-Gurion en tête, disent stop, ces bateaux restent en Bulgarie. Maintenant qu'on a un accord de l'ONU de créer un État juif, on ne va pas mettre en danger les accords politiques qu'on a avec l'ONU en continuant à braver les Anglais. Donc, laissez les bateaux en Bulgarie et ne venez pas en Israël. La situation est maintenant difficile. On veut jouer la carte politique et plus du tout la carte activiste. Et Shaul Meirov, qui n'en fait qu'à sa tête et qui décide d'envoyer les deux pannes vers Eretz Israël. Comme les Anglais ont cassé le code des communications avec le bateau, ils arrivent à suivre les bateaux, à les arrêter. Et finalement, les passagers des deux pannes seront déportés à Chypre. Ça fera une grosse affaire, l'affaire des pannes, comme on l'appelle en Israël. 15 000 olim arrêtés et déportés, c'est une grosse histoire. Et finalement, après l'indépendance d'Israël, ces bateaux, les pannes, seront utilisés pour ramener les Juifs déportés de Chypre. Donc, ils vont faire plusieurs voyages à partir de Chypre pour ramener les Juifs exilés à Chypre, déportés à Chypre par les Anglais. Bien. On a donc parlé de Shaul Avigour comme responsable du CHA et du service de renseignement. Je vois que vous ne voyez pas l'image, j'ai un écran de contrôle, je vois que ça ne passe pas, mais je ne sais pas quoi faire. Donc, vous pouvez m'envoyer des chats, ils s'affichent, je les vois sur l'écran de contrôle. Donc, si jamais il y a un problème, vous m'entendez plus, c'est comme le dire, mais pour l'image, il n'y a pas d'image. J'essaierai d'enregistrer peut-être une conférence que je ferai à la maison et je la mettrai en ligne, comme ça, vous pourrez la voir avec les images. Là, je raconte l'histoire et je la passerai après l'enregistrement avec les images. Donc, une nouvelle activité de Shaul Meirov, c'est maintenant s'occuper de l'achat d'armes pour la guerre d'indépendance. On va vers la guerre d'indépendance. Ben-Gurion
comprend qu'on va être attaqué par des armées arabes, par toutes les armées des pays qui ont des tanks, des canons, des avions. Il faut donc acheter tout ce matériel. Et de nouveau, c'est notre ami Shaul Meirov qui est chargé de cette mission d'achat à l'étranger. Il va parcourir l'Europe, l'Amérique. On est après la Seconde Guerre mondiale, il y a des surplus d'armes un petit peu partout. On peut acheter des armes. L'argent, Golda Meirson, la future Golda Meir, l'a ramené des États-Unis. Mais il faut braver les embargos, trouver des vendeurs et des pays qui acceptent. Et ça, c'est de nouveau le boulot de Shaul Meirov qui va en fait coiffer l'opération dans laquelle sont engagés 3 personnages d'envergure eux aussi, Yehuda Arazi, Ehud Avriel, Monia Mardor, mais ce n'est pas l'occasion. Maintenant, je ne peux pas développer leur histoire à eux, mais c'est une histoire qui mérite d'être développée, l'histoire des achats d'armes à l'étranger. On avait un petit peu parlé, quand on avait parlé des débuts de l'armée de l'air, comment on achetait les avions à l'étranger. Ce n'est pas que les avions, on achetait aussi des tanks, on a acheté des canons et encore beaucoup d'autres choses. Revenons à la famille de Shaul Meirov. Il a un fils qui s'appelle Gour. Gour a grandi au kibbutz de Kinneret. Il est très ami avec un garçon qui a 1 an de plus que lui, qui s'appelle Dan Kinrati. Les deux s'engagent dans l'armée d'Israël à la guerre d'indépendance et Dan Kinrati tombe au combat pour Degania dans la vallée du Jourdain. C'est un grand choc pour Gour. Et Gour lui-même tombera quelques semaines plus tard dans les combats de Sedjera Ilani en Galilée. Et les deux seront enterrés côte à côte au kibbutz. Là, vous ne voyez pas les images, donc vous ne voyez pas les tombes. Les tombes sont une à côté de l'autre, avec inscrit Aneavim, Benemim, Bechayem, Uvemotam, Lonifradus, qui a été dit après la mort de Shaoul et de Jonathan, que ceux qui étaient ces gens, Aneavim, Benemim, je ne sais pas traduire, mais qui n'ont pas, même dans la mort, n'ont pas été séparés, ils sont enterrés ensemble au kibbutz de Kinneret. Et il y a une chanson qui a été écrite par la poétesse de Kinneret, du kibbutz Kinneret, qui s'appelle Naomi Shemer. Alors, je vais essayer de la faire passer. Vous allez me dire dans un chat si vous entendez la musique. אנחנו שנינו מאותו הכפר, אותה קומה, אותה בלורית שיער, אותו חיתוך, דיבור, מה יש לומר? אנחנו מאותו הכפר, אנחנו שנינו מאותו הכפר, שדה ירוק, חצינו עד צבא, בערב שבנו יחד לכיכר, כי אנחנו מאותו Pardon. J'ai coupé par erreur, et c'est pas grave. Donc cette chanson qu'on entend souvent à la radio, Anachnu Shtenu Me'oto Kfar, on est tous les deux du même village, et quand tu es tombé, je t'ai ramené au village, on est rentrés ensemble. D'après certains, c'est pas tout le monde n'est pas d'accord. Ce serait l'histoire de Gour Meirov et de son ami Dan Kinrati. Et je dis, cette chanson a été écrite par Naomi Shemer. Naomi Shemer, qui est la poétesse qui nous a écrit une grande partie des chants qui rythment l'histoire d'Israël moderne, en fait, doit sa carrière musicale à Sarah Meirov, à la femme de Shaoul, parce que le kibbutz n'a pas voulu lui payer les études au conservatoire. Et Sarah Meirov s'est levée en pleine réunion des Chaverim, Asefat Chaverim, en disant quoi, vous ne comprenez pas que vous assassinez cette jeune fille, toute son âme est dans la musique, et finalement, grâce à l'intervention de Sarah, Naomi Shemer pourra aller au conservatoire apprendre la musique et deviendra Naomi Shemer que tout le monde connaît, et c'est elle qui écrit cette chanson qui raconte l'histoire de Gour Meirov et de son ami Dan Kinrati. Ce qui est terrible, c'est que quand Gour tombe au combat à Sedjera Ilani, Shaoul Meirov, son père, est en mission à Paris pour acheter des armes pour l'armée d'Israël.
On est en pleine guerre d'indépendance, les premières semaines de la guerre d'indépendance. Et quand Shaul Meirov reçoit un télégramme avec la nouvelle que son fils est tombé, il câble à Ben Gurion pour lui demander la permission de rentrer au kibbutz pour assister aux obsèques de son fils. Et Ben Gurion lui répond, tu comprends que je ne peux pas t'interdire de rentrer, je ne peux pas interdire à un père de rentrer aux obsèques de son fils, mais sache que le sort d'Israël repose sur toi. On a besoin des armes, et tu es obligé de conclure l'affaire que tu es en train de faire. Et Shaul Avigour dit, OK, je comprends. Il reste à Paris pour conclure l'achat des armes. Et sur la tombe de Gour, sa femme, Sarah, dira la chose suivante. Je l'ai mis au monde seul, je l'ai élevé seul, et je l'enterre toujours encore seul. Parce que Shaul n'était jamais à la maison, il était toujours en mission secrète pour Israël. Et donc la famille a payé un grand prix, un prix très lourd, puisqu'il n'était jamais là. Et c'est pour ça que quelques temps plus tard, Shaul Meirov va prendre le nom de Avigour. Avigour, le père de Gour, ça devient le nom de famille à la place de Meirov pour se rappeler ce fils qui est tombé à la guerre où il n'a même pas pu assister. Après cette histoire-là, Shaul et Sarah ont une fille qui s'appelle Ruta. Et Ruth écrit une lettre à Ben Gurion en lui disant « Monsieur le Premier ministre, j'ai besoin de mon papa, alors s'il vous plaît, libérez-le de ses tâches et permettez-lui de rentrer à la maison. » Et Ben Gurion va répondre à cet enfant de 7 ans en disant « Je voudrais bien, mais je ne peux pas. J'ai trop besoin de lui, le peuple d'Israël a trop besoin de lui, l'État d'Israël a besoin de lui. » Et alors, Ruta, la petite Ruta va écrire à son père, « Papa, s'il te plaît, démissionne. » Vous avez compris que ce n'est pas le style de Shaul Meirov Avigour de démissionner. Il va continuer encore même après la création de l'État d'Israël et on le verra créer Nativ. Nativ, c'est une organisation qui va œuvrer derrière le rideau de fer dans l'Union soviétique pour s'occuper et aider à l'aliyah des Juifs de l'Union soviétique. Dans les années 50, juste après la proclamation de l'État d'Israël, il va y avoir une grande aliyah qui va venir de Pologne, de Roumanie, qui font partie du bloc communiste, mais là-bas, les pays laissent passer les Juifs. Et une fois que les frontières se fermeront hermétiquement, alors Natif continuera l'enseignement de l'hébreu, le sionisme, l'histoire d'Israël, pour garder le contact avec ces Juifs d'Union soviétique. Et jusqu'en 1970, le chef de Nativ, c'est toujours encore notre ami Shaul Meirov Avigour. Vous ne voyez pas, mais là maintenant, ce que j'ai devant moi, c'est la tombe de Shaul Avigour et de Sarah. Donc, ils sont enterrés à côté l'un de l'autre au cimetière de Kinneret, quand sur la tombe de Shaul Avigour est marqué ce que j'ai dit au départ, Alum Venocher Bakol, invisible mais présent partout. C'était cet homme de l'ombre qui tirait toutes les ficelles de derrière, dans l'ombre, qu'on ne voyait pas, s'est jamais mis en avant, mais on lui doit énormément. Donc, on vient de parler de trois des beaux-frères. On a parlé la semaine dernière de Dov Hoz et Lio Golan. On vient de parler de Shaul Meirov Avigour. Et il nous reste donc Moshe Chertok, le plus célèbre des trois, parce que d'abord, il a vécu le plus longtemps. Non, un peu moins que Meirov, mais si Shaul Meirov Avigour était dans l'ombre, puisqu'il était l'homme de l'ombre, Moshe Charet était le ministre des Affaires étrangères de l'agence juive, et après ministre des Affaires étrangères d'État d'Israël. Donc c'était quelqu'un au premier plan, aux premières loges, et puis après il sera carrément premier ministre de l'État d'Israël, donc c'est quelqu'un de connu. Donc je rappelle ce que j'ai dit l'autre fois, brièvement, son père Yaakov Chertok faisait partie des Bilouim. Il est venu une première fois en 1882, il n'a pas réussi à rester en Israël, il a fait faillite, il est reparti en Russie, et 20 ans plus tard, il revient en 1906, et Eliezer Ben Yehuda, qui est un de ses amis, l'aide à sous-louer un village, le village de Ensinia au nord de Ramallah. C'est un village où le Muhtar, le chef du village, veut partir à l'étranger pour faire un tour du monde. Et donc, il cherche quelqu'un qui voudrait prendre la responsabilité du village en son absence. Et Yosef Chertok, Yaakov Chertok, signe un contrat avec le Muhtar du village. Il aura donc là-bas, il sera meunier,
Il aura un troupeau de chèvres qui sera gardé par Moshe Chertok, son fils, et son frère Yehuda Chertok. Et surtout, le plus important, c'est que Moshe Chertok ira à l'école au village de Birzet, à côté de Ramallah. Et donc, il va apprendre l'arabe comme un arabe, il apprend à vivre comme les arabes. Et la grande différence entre Moshe Chertok et toute l'agence juive dans laquelle il œuvrera tout le reste de sa vie, c'est que les Ben Gurion et autres ont un très grand dédain des Arabes qu'ils ne connaissent pas. Et Moshe Chertok connaît très bien les Arabes, il a un respect envers les Arabes. C'est tout à fait une autre façon de se comporter. Il comprend la langue, il comprend la mentalité. Il a d'autres options, on en reparlera un peu plus tard, et ça créera souvent des dissensions entre lui et Ben Gurion. Donc, en 1908, la famille Chertok quitte le village d'Ensigna, va à Yafo et Moshe Chertok fera partie de la première promotion de la Gymnasia Herzliya. Il va apprendre les langues, le turc, plus tard encore l'allemand, l'anglais. Il parlera 8 langues. C'est très important et très utile pour un futur ministre des Affaires étrangères. Et il aura comme compagnon de classe Dov Hoz et Eliaou Golomb, ses futurs beaux-frères. Une fois qu'il a fini ses études, en 1913, il décide de faire des études de droit et de les faire à Constantinople, capitale de la Turquie. Si on fait partie de l'Empire turc, il faut apprendre le droit turc, il faut apprendre le turc, il faut devenir turc pour pouvoir représenter les Juifs d'Eretz Israël face aux autorités. Et donc, il va faire des études de droit à Constantinople, comme d'ailleurs Ben Gurion et Yitzhak Ben Tzvi. Et il revient en vacances en Eretz Israël en 1914. Là, la guerre le surprend et il sera enrôlé par les Turcs qui enrôlent les étudiants, les élèves de la Gymnasia Herzliya. C'est des gens qui ont fait des études, c'est des gens qui savent étudier et les Turcs les forment comme officiers. Et Chertok, qui parle 8 langues, sera officier interprète dans l'armée turque. Dans le cadre de cette armée, il va se retrouver un peu sur tous les fronts. Il va être à Aden, au Yémen, il va être en Syrie, à Khaleb, il va être dans, je ne sais plus exactement où, mais quelque part dans les Balkans. Donc, il va connaître l'Empire turc, il va connaître bien connaître la région, il va connaître les alliés des Turcs, les Allemands, il va en profiter pour parfaire son allemand. Et c'est comme ça qu'il finit la guerre, la Première Guerre mondiale, dans le cadre de l'armée turque. Après la guerre, la Turquie est démembrée, Eretz Israël passe dans le camp sous un mandat britannique, et donc la suite de ses études de droit, il va les faire en Angleterre, à Londres, et il passe les prochaines années à Londres. Quand il revient, Berl Katzelenson décide d'éditer un journal du parti, le journal Davar, et demande à Moshe Chertok d'être son bras droit, et Moshe Chertok devient donc l'éditeur adjoint du quotidien Davar, du quotidien des ouvriers Ifleget Poalei Eretz Israël, le Mapai, aux côtés de Berl Katzenelson, Zalman Shazar, et il va évoluer dans le cadre du Mapai, de ce parti ouvrier, jusqu'à être le bras droit de Chaim Arlozorov, qui est le ministre des Affaires étrangères de l'agence juive. Berl Katzenelson a tout fait pour l'en empêcher parce qu'il a besoin de lui comme éditeur de Davar. Mais le mouvement décide qu'on a besoin de lui pour d'autres missions. Donc, il seconde Chaim Arlozorov. Et quand Chaim Arlozorov va être assassiné en 1933, de façon assez naturelle, c'est Moshe Chertok qui succède à Arlozorov. Donc, il est au premier plan, puisque juste après Ben Gurion qui dirige l'agence juive, lui, c'est le responsable de tous les contacts avec les Anglais, toute la diplomatie de l'agence juive. Donc, c'est un poste très important, c'est le second poste en fait. Et à partir de ce poste-là, il va développer un tas de projets. C'est lui qui va décider d'ouvrir le port de Tel Aviv pour prendre le relais du port de Yafo qui est en grève. Il va être derrière l'opération Choma ou Migdal de construire ces villages qui vont être construits dans les années 36-39 en une nuit en construisant une palissade et une tour de garde un peu partout dans plus d'une cinquantaine de villages dans tout Eretz Israël du nord au sud. C'est lui qui va œuvrer pour créer la Note-Route, ces policiers
juifs de la police anglaise du mandat, qui seront aussi un embryon de la Haganah et de Tzahal, puisqu'ils sont formés, ils ont des armes légales. La Haganah a des armes clandestines, mais les Notrim sont armés de façon légale. Il y a une photo que vous ne voyez pas, on le voit aux obsèques du Shomer Chaim Sturman aux côtés de Howard Wingate. On avait parlé de Howard Wingate, on avait vu la photo dans la conférence sur Wingate avec Wingate se recueille devant la tombe de Chaim Sturman à Ein Harod, et à côté de lui, Moshe Chertok. Là, c'est le contraire. On a Moshe Chertok et à côté de lui, Howard Wingate. Il va être de nouveau la cheville ouvrière pour convaincre les Anglais d'enrôler les Juifs dans l'armée anglaise pendant la Seconde Guerre mondiale et de créer une unité autonome juive, la Brigade juive, et il va la rencontrer en Italie en 1945. Et de nouveau, j'ai une photo, c'est dommage, on le voit devant les soldats rassemblés, les soldats de la Brigade juive, avec un drapeau, le drapeau aux bandes bleues et Magen David, le drapeau de l'agence juive de l'époque, le futur drapeau de l'État juif. Et il prononce là-bas un discours, le discours du drapeau. On appelle le Hadegel, le discours du drapeau. Et d'ailleurs, ce discours sera rappelé sur un billet de banque à l'effigie de Moshe Sharet Chertok. Et dans ce discours du drapeau, je lis juste quelques lignes. Ce drapeau qui est trempé qui baigne dans le sang de nos frères assassinés en Europe, ce drapeau qui flotte maintenant au-dessus à votre tête. Pendant ces 5 années de guerre, vous l'avez salué tous les matins. Il se balance maintenant officiellement, parce qu'au début, les Juifs de l'armée anglaise n'ont pas le droit de faire flotter leur drapeau. Ils sont obligés de saluer l'Union Jack, le drapeau anglais. Mais à la fin de la guerre, il y a un assouplissement, ils peuvent utiliser le drapeau juif. Ils disent, ce drapeau que vous avez salué dans vos cœurs pendant 5 ans, maintenant vous pouvez le saluer quand il flotte fièrement devant vous. Et aujourd'hui, nous pouvons le faire flotter dignement la face à l'air libre, au vu au su de tout le monde. Nous faisons flotter ce drapeau comme l'étendard de notre vengeance contre nos ennemis, que Semel le Geulat Kvodam Shlachenu Ashrutim, c'est la vengeance du sang de nos frères qui ont été massacrés sans pouvoir se défendre. Et c'est également un symbole de notre renaissance, que Semel Amifal Ashabishmo Lishmo et Nadavtem, c'est un symbole de la raison pour laquelle vous vous êtes engagé dans cette armée. Mifal Tkumat Amenu, la résurrection de notre peuple, le Be'artso sur sa terre, Varzarat Malchutrius israélite Alkena, et la renaissance d'un État indépendant sur notre terre. Donc, ce discours du drapeau que Moshe Sharet Chertok à l'époque va délivrer devant les soldats de la brigade juive. Il terminera Yehi Yuchi Nes Milchemet Israël Bachazit, vive le drapeau d'Israël sur le front, Yuchi Nes Hageoula Shel Ha'am Ha'ivri, vive le drapeau de la délivrance du peuple d'Israël sur sa terre. Donc ça, c'est Moshe Sharet, comme dans l'agence juive. Après la Shoah, les actions de représailles vont s'intensifier contre les Arabes qui attaquent les villages, mais aussi contre les Anglais. Et là, Moshe Sharet est assez contre. Lui, il est dans le politique. Il n'aime pas tellement les opérations de représailles. Il essaie de mettre un frein. Mais enfin, quand même, les Anglais sont tellement insupportables qu'il faut quand même frapper les Anglais. Et le 29 juin 1946, ce qui s'appellera dans un nationiste un Shabbat Ashchora, le Shabbat noir, où les Anglais vont fouiller 30 kibbutzim et arrêter 300 dirigeants du Yishuv. Moshe Sharet sera arrêté et passera 4 mois au camp de détention à la Trouille. OK. On va maintenant à l'indépendance. Moshe Sharet, en tant que représentant, en tant que ministre des Affaires étrangères de
l'agence juive, c'est lui qui va en fait écrire le brouillon de la déclaration d'indépendance. Après, bien sûr, ça va être validé par David Ben-Gurion, mais c'est lui qui la dicte à sa fille, qui prend des notes et qui écrit le brouillon de la déclaration d'indépendance. Il va être le dernier signataire, il va signer la déclaration en dernier. Et pendant la guerre d'indépendance, j'ai déjà dit que Moshe Chertok Sharet est une des colombes du gouvernement. Il était contre les représailles, etc. Il est pour des solutions négociées. Mais au départ, mais quand on va se poser la question des réfugiés arabes, donc ce million d'Arabes d'Israël qui ont fui Israël pendant la guerre, enfin, 600 000, entre 600 000, plutôt 600 000 qu'un million, puisque 600 000 sont restés sur place. 600 000 Arabes qui ont quitté, qu'on appelle les fameux réfugiés palestiniens. Moshe Chertok dira dans un discours à l'Assemblée, j'étais complètement contre le fait de les chasser, mais si eux sont partis, je suis contre le fait qu'ils reviennent. Et c'était un des grands avocats de cette thèse que les Arabes qui sont restés en Israël reçoivent la citoyenneté, ceux qui ont quitté ne peuvent pas revenir. Ce fameux problème du retour dont on parle encore aujourd'hui en politique. Et deuxième chose, c'est que la Tzahal naissant a réussi à pas capturer, mais à encercler une armée arabe près de Kiryat Gat d'aujourd'hui, ce qu'on appelait la poche de Fallujah, Kis Fallujah. Là-bas se trouvait Nasser, le capitaine Nasser, futur président de l'Égypte. Et Ben Gurion était pour les laisser mourir de faim de façon à ce qu'ils se rendent. Et Moshe Chertok était pour les ravitailler en disant l'ONU demande de laisser passer, de les ravitailler pour qu'ils ne meurent pas de faim. On va aller d'après les résolutions de l'ONU, surtout qu'on veut être accepté à l'ONU comme nation membre à part entière. Et il va convaincre Ben Gurion de laisser passer le ravitaillement de cette armée égyptienne qui ne va pas se rendre, mais finalement, dans les accords de cessez-le-feu, ils vont être rapatriés en Égypte. Moshe Sharet, qui change son nom de Chertok en Sharet, va être à New York en décembre 1948 pour ajouter le drapeau d'Israël aux 58 autres drapeaux qui flottent déjà à l'ONU. Et là, il va prononcer de nouveau le discours du drapeau. C'est en fait un remake, une deuxième version du discours qu'il avait fait devant la brigade juive, en reprenant les mêmes thèmes, mais en disant que דגל זה אליו נזעקו כוחות העם היהודי שנאבקו על גאולתו בארץ האבות, מבטא היום הזה את קוממיותנו השלמה להיות מתנדפף וגאון כדגל ה-59 במעגל הגדול הזה. Pardon, c'est le 59e drapeau. Oui, c'est ce que je dis, le 59e drapeau, il y en a déjà 58. Et il dit donc notre fierté, c'est d'être ce 59e drapeau qui flotte, accepté dans la famille des nations. Et ce discours-là va être imprimé sur le billet de 20 shekels qui était en circulation jusqu'à il n'y a pas très longtemps. Moshe Chertok va être l'artisan du rapprochement avec l'Allemagne, le fameux Wiedergutmachung, les dommages de guerre payés par l'Allemagne à Israël. Il y a une très grosse opposition. Si vous ne voyez pas l'image, malheureusement, l'image que j'ai, c'est de Begin, qui est le grand opposant en disant on ne peut pas pardonner le sang de 6 millions de personnes contre de l'argent. D'un autre côté, Ben Gurion et Moshe Chertok disent on est obligé de prendre cet argent parce qu'on est en train d'accueillir 1 million de Olim qui viennent en Israël. On n'a pas d'argent pour s'occuper d'eux, pour construire des appartements, pour leur donner de quoi manger. On a besoin de cet argent. Et donc, l'artisan de ce rapprochement avec l'Allemagne, de nouveau, c'est Moshe Chertok, qui est le ministre des Affaires étrangères de Ben Gurion. Ben Gurion va démissionner en 1954 et de façon logique, c'est Moshe Sharet qui est désigné pour lui succéder. De la même façon qu'après Arlozorov, après l'assassinat d'Arlozorov, le bras droit qui était Moshe Chertok a été appelé à le remplacer. Quand Ben Gurion quitte le gouvernement, démissionne du gouvernement, le parti, le Mapai, demande à Moshe Chertok, Moshe Sharet de le remplacer. Il va donc être Premier ministre et continue en parallèle son poste des Affaires étrangères. Le problème est qu'en 1955 va éclater l'affaire Lavon,
une affaire d'espionnage mal gérée qui a eu lieu en Égypte. Et cette affaire, ce scandale, va forcer le ministre de la Défense, Pinchas Lavon, à démissionner. Et donc, que faire avec le portefeuille de la Défense? Alors, il revient à Moshe Charet, puisqu'il n'y a personne pour l'instant, il faut un intérimaire. Et Moshe Charet dit, non, moi, je ne peux pas être Premier ministre, ministre des Affaires étrangères, ministre de la Défense. Il faut quelqu'un qui le gère. On lui dit, tu sais quoi, Ben Gurion, il est doué pour la Défense, c'est lui qui a géré la guerre d'indépendance. Il est à son kibbutz de Sde-Boker et on ramène Ben Gurion pour être le ministre de la Défense sous Moshe Charet. Alors, vous comprenez que ces deux hommes qui ne s'aimaient déjà pas au départ, ils ont travaillé ensemble, il n'y a pas le choix parce que chacun était bon dans son domaine. Ben Gurion pour créer l'État et pour gérer la défense d'Israël, Chertok, Charet pour les problèmes de relations étrangères. Mais c'est les deux hommes qui ont du mal à travailler ensemble. Et très vite, Moshe Charet se rend compte qu'il est mis à l'écart de toutes les décisions tout touchant à la sécurité et qu'en fait, Ben Gurion est en train de reprendre les rênes du pouvoir et finalement, un an plus tard, en 1956, Moshe Charet démissionne du gouvernement. Il est à la maison, on ne sait pas trop quoi faire avec lui. On lui trouve un poste parce qu'il s'ennuie un petit peu à la maison. On lui dit, tu sais quoi, tu es ancien ministre des Affaires étrangères, tu vas faire la tournée des grands-ducs, tu vas aller un peu dans tous les pays du tiers-monde, tu vas aller en Afrique, tu vas aller en Asie, et tu vas convaincre les pays de reconnaître Israël. Si ces pays, tu vas leur dire que si vous voulez promouvoir la paix et la stabilité au Moyen-Orient, reconnaissez Israël. Si les Arabes se rendent compte que le monde entier reconnaît Israël, ils finiront par nous accepter. Et bon, ça, c'est dans les cordes de Moshe Charet. Il commence à faire un tour du monde pour essayer de convaincre les gens, les pays, les dirigeants tiers-mondistes des bonnes volontés d'Israël, des volontés pacifiques d'Israël qui malheureusement est attaqué par ses voisins. Alors, reconnaissez-nous et ça aidera à la paix au Moyen-Orient. Et il reçoit un sacré coup quand il arrive en Inde. Il doit rencontrer Nehru. Et le matin arrive une voiture de fonction qui l'emmène rencontrer le président indien. Et quand il arrive chez Nehru, sur la table, dans l'antichambre, il voit les journaux du jour qui annoncent l'opération de Suez. Ben Gurion a envoyé l'armée attaquer les Égyptiens dans le Sinaï. Moshe Charet, qui est juste arrivé chez Nehru pour lui expliquer combien Israël a des actions pacifiques, reçoit par le journal la nouvelle qu'Israël est parti en guerre. Alors, il explique à Nehru, vous comprenez, on n'avait pas le choix. Bon, il a bien fait son job de défendre Israël, mais il a très mal pris que, en fait, il était complètement barré des décisions et du gouvernement. Et le fait même qu'Israël parte en guerre, on l'avait tenu à l'écart, on savait qu'il était colombe, qu'il était contre. Alors, toute la préparation, en fait, Ben Gurion a tout fait pour qu'il démissionne, parce que Ben Gurion était en train de préparer cette opération de Suez et il n'avait vraiment pas envie de partager ces informations avec Moshe Charet, de peur que Moshe Charet bloque ses décisions. Je pense. En 1965, pardon, Moshe Charet, qui à ce moment-là est président de l'agence juive, va donner son dernier discours dans la convention du Mapai, le 15 février 1965, dans lequel il va régler ses comptes avec Ben Gurion. C'est un discours qui est devenu très célèbre, on l'appelle Neum Kisseh Galgalim. Moshe Charet est déjà très malade d'une maladie qui va l'emporter, il est en chaise roulante, il arrive à Binyan Neuma dans sa chaise roulante, et là il explique Nafal davar betodot amenu bitkufazot, il s'est passé quelque chose de très grand à notre époque, un événement incroyable. Il s'agit bien sûr de la création de l'État d'Israël. Et le peuple identifie toute cette création de l'État d'Israël avec une personnalité, bien sûr Ben Gurion. Et après, il dit, oui, Ben Gurion, il faudrait quand même que tu écoutes un peu ce que dit le peuple. Et si tu continues à prendre le contre-pied de tout le monde, parce qu'il y avait un problème au niveau du gouvernement à l'époque, et dans ce discours au Mapai, Moshe Charet règle ses comptes un petit peu avec Ben Gurion et quelques semaines après, il décède. Il va demander à être enterré, c'est lui qui avait
créé le Har Herzl, la Chelkat de Leouma, le panthéon des grands d'État d'Israël, où sont enterrés Herzl, mais après aussi les premiers ministres ou les présidents d'État. Le premier ministre, comme vous le savez, Ben Gurion, n'est pas enterré là-bas, il a voulu être dans son kibbutz à Sde Boker. Le premier président d'Israël, Chaim Weizmann, n'a pas voulu être enterré là-bas, il est dans son institut à Rehovot. Moshe Charet, même chose, il demande à être enterré à côté de ses beaux-frères, il est enterré à Tel Aviv, au cimetière de Trumpeldor, à côté de Eliyahu Golomb et Dov Hoz. Donc les trois gendres sont enterrés ensemble à Kinneret. Shaul Meirov Avigour, je l'ai dit, il est enterré au kibbutz de Kinneret. J'avais terminé par un chant. Comme vous entendez le son, je vais remettre la chanson. C'était une des chansons préférées de Moshe Charet. Elle s'appelle Atidot. Et je vous fais écouter quelques notes. Bien, alors j'ai mis ces quatre notes, je vois que la chanson s'affiche, tout à coup, voilà, je finis la conférence, alors mon ordinateur se réveille. Et j'ai mis cette chanson, pas parce que je la trouve spécialement belle, Moshe Charet l'aimait, moi je la trouve, il y a des plus belles, mais ce qui m'a interpellé quand j'ai vu cette chanson, c'est la troisième strophe. Dor Hadash ki yakum shama, Dor Kabir Chaim ve'eyal, et se lèvera une nouvelle génération forte et pleine de vie, Ra'anan Ketzitz Maletal, et pleine de vitalité, comme un contenant plein de rosée, Chofshi Kanesher Barama, est libre comme l'aigle dans le ciel. Et quand j'ai lu ces strophes, ça me fait écho avec un poème du Rav Kook. Vedor Yakum Vachai, Yashir le Yofi B'chaim, célébrer une génération qui retourne à la vie, qui chantera la beauté et la vie, Vedna Blida, Inak Vital Shamaim, et qui revient à la vie. Donc, de nouveau, c'est très intéressant. Bien sûr, le Rav Kook ajoute une note religieuse à ce poème, mais ce poème qui est en fait ce chant de la vie de ces chaloutzim dont on a parlé, de ces quatre beaux-frères qui donnent le côté réaliste de cette vision prophétique du Rav Kook, de revenir à la vie et de recréer cet état formidable dans lequel nous avons la chance aujourd'hui de vivre. J'ai fini par une photo familiale, je ne sais pas si elle va passer, bon, elle ne passe pas sur l'écran de contrôle, une photo de famille où bien sûr on voit Dov Hoz, Eliyahu Golomb, Moshe Charet, leurs épouses, leurs enfants. Qui c'est qui manque? Bien sûr, Shaul Avigour Meirov n'est pas sur l'image, comme j'ai dit, Nochea Alum, Nochea Bakol. Présent toujours invisible, il n'est jamais là. Donc même sur la photo de famille, la photo, c'est toute la famille, à l'exception de Shaul Avigour. Voilà, j'ai fini cette conférence. Je m'excuse des problèmes techniques. On fait avec ce qu'on peut, et j'espère que c'était intéressant quand même. Voilà, s'il y a des questions, on peut ouvrir des Merci micros. Ariel. Malgré les problèmes techniques, c'était passionnant, comme d'habitude. Voilà, s'il y a des questions, vous pouvez ouvrir les micros. Merci beaucoup, Ariel. Merci. Alors, je voudrais juste te dire, c'était extraordinaire, comme toujours. Je voudrais juste te dire, tu as parlé du Patria, du bateau Patria. Oui. Tu m'entends? Oui, j'entends très bien. On m'entend? Oui. Très bien. Tu as parlé du bateau Patria. Et tout à fait par hasard, il y a à peu près un mois, j'ai reçu un texte d'un monsieur qui habite Montréal et qui me raconte l'histoire de son père qui habitait l'île Maurice. Et il me raconte la rencontre de son père avec un réfugié qui arrive, donc ils sont partis de Tchécoslovaquie. Lui, il avait 6 ans, ce gosse-là, quand son père lui raconte l'histoire, et évidemment, il s'y est pas intéressé. C'est maintenant qu'il s'y intéresse et qu'il a donc écrit un petit quelque chose. Et dans cette histoire, il raconte que son père a vu ces réfugiés arriver à l'île Maurice
Et parce qu'ils venaient de Tchécoslovaquie, ils sont arrivés, ils étaient 1900, ils sont arrivés en Palestine. Évidemment, ils ont été refusés, comme tu le disais, et ils sont arrivés à l'île Maurice. Ils étaient sur l'Atlantique. Et ce monsieur s'appelait Hugo Hornung, et ils se sont rencontrés, et il allait régulièrement, comme il était photographe, à l'île Maurice, il a eu la charge de faire des photos d'identité pour ces réfugiés qui étaient là. Et en leur faisant de la photographie, Hugo Hornung était aussi photographe, donc ils se sont parlé et ils se sont liés d'amitié. Et il avait réussi, dans ce camp de réfugiés qui était tout entouré de fils de fer barbelés, il avait réussi à demander au commandant à pouvoir recevoir ce monsieur Hornung chez lui. Et évidemment, après, le ramener au camp. Et il était tout le temps chez eux et il se rappelle des histoires qu'il se racontait. Et il se rappelle surtout qu'il ne parlait pas, il n'arrivait pas à communiquer parce que son père ne parlait pas l'anglais, alors qu'Hornung parlait l'anglais. Et ils ont réussi, et il dit, ce qui m'avait frappé, c'était cette foi qu'avaient ces deux hommes et qui parlaient photographie sans vraiment parler la même langue. Ok, merci Et beaucoup. bon, après, bon, évidemment, ils sont allés, les réfugiés sont partis en Palestine. Il a ouvert un studio à Haïfa. Et il a envoyé à l'époque son petit-fils, qui, quand il est arrivé au studio, monsieur Hornung était décédé. Le mari et la femme étaient déjà décédés. Voilà, mais c'était juste pour, tu as parlé du Patria, cette histoire m'est arrivée il y a à peine un mois, Merci, Maud. ce récit. Ok, merci, merci. Quelqu'un d'autre qui veut ajouter quelque chose? Une question, Ariel. Tu as parlé du cimetière Trumpeldor de Oui. Tel Aviv. Est-ce que tu es déjà allé là-bas? Est-ce que tu sais pourquoi il s'appelle Trumpeldor? Et j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens de cette époque qui sont enterrés là-bas. Ah ben, évidemment, il s'appelle Trumpeldor parce qu'il est dans la rue Trumpeldor. Alors, la raison est très simple, c'est la rue Trumpeldor à Tel Aviv, mais c'est vraiment le panthéon de Tel Aviv, c'est-à-dire que c'est un cimetière. Moi, j'y vais des fois, je guide là-bas, c'est-à-dire on va d'histoire en histoire. On a Yosef Brenner et les victimes des pogroms de 1920. On a les pères fondateurs de Tel Aviv. Je l'avais une fois programmé, finalement, il y a eu peu de monde qui est venu, mais j'ai l'intention. Il y a à Tel Aviv, comme ça, 3 cimetières qui sont incroyables. Tout le monde connaît le fait qu'on va souvent au cimetière de Herzl pour raconter l'histoire d'État d'Israël à travers les tombes des soldats, etc. Mais à Tel Aviv, on a le cimetière de Yafo qui raconte l'histoire des fondateurs de Yafo, donc le retour en Eretz Israël. Après, on a le cimetière Trumpeldor qui est le cimetière des débuts de Tel Aviv. Et après, on a le cimetière de... le nom m'échappe. Nachalat Yitzhak. Yitzhak, merci, où on trouve l'histoire de 48 et après, l'Altalena et toute cette époque-là. Donc, ce sont 3 cimetières qui valent la peine pour raconter l'histoire sioniste à Tel Aviv. Merci beaucoup. Toda Rabba, je trouve ça très intéressant de parler de l'histoire du pays à travers l'histoire de famille, surtout aussi intéressant. Et je rappelle à ce sujet que nous avons pris comme thème cette année la famille. Nous allons en reparler aussi d'autres manières. Mais merci beaucoup de parler de l'histoire à travers les familles. Toda Ariel. Oui, mais justement, j'avais dit au début que la semaine prochaine, dans 2 semaines, je vais peut-être changer une fois. Enfin, j'ai encore des familles sur la sellette. J'ai dans mon arsenal une trentaine de familles dont je peux raconter l'histoire comme ça. Mais pour varier, je crois que dans 2 semaines, on va changer. Je vais on va prendre nouveau un thème différent et on reviendra après vers les familles. Mais très bien, merci. Ok, alors bonsoir tout le monde. Et à Shabbat pour ceux qui viennent au Shabbat de Midreshet Yehuda. Oui. Et on a cours de la Shoraki dans 15 minutes. Ok. Toda Rabba.